Bonjour, aujourd'hui le premier débat organisé par Source Recrutement sur le thème du CV. À quoi ressemble le CV idéal? Pour nous éclairer sur le sujet, Aurélie de Lespinay. Bonjour. Gérante de transition RH spécialisée dans l'accompagnement de personnes en transition professionnelle, bilan de compétences VAE. Et Cyril Revaux. Bonjour Gilles. Cofondateur d'Ampulsion, société d'accompagnement des TPE en Val-de-Loire. L'état civil, qu'est-ce qu'on met dans l'état civil? Cette fameuse petite case en haut à gauche, là, avec le nom, le prénom, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Je pense qu'une adresse mail, c'est fondamental, voilà, et un 06, ça l'est aussi. Voilà. Mail, j'ajouterais professionnel. Parce que les Kikou 49 ou Mickey 47, voilà, Akiaou, voilà, c'est ça, ça envoie pas forcément toujours du rêve. On peut peut-être conseiller aussi de mettre les profils LinkedIn, par exemple, ou Twitter. Voilà, les boutons. Tout à fait. Ouais. Voilà, tout à fait. Alors le profil, bien évidemment, LinkedIn, Viadeo pour ceux qui sont encore sur Viadeo, une page Facebook pour quelqu'un qui va être aussi sur une transition professionnelle et qui Facebook est de plus en plus en fait renvoie sur une image professionnelle. Si alors, effectivement elle est alimentée. Oui, il faut que ça vive, effectivement, il faut que ça soit actualisé. On met l'âge, on met pas l'âge. Je pense qu'il est impératif, à mon sens, de pouvoir en fait afficher son âge. Voilà, parce que je pense qu'aujourd'hui, une personne qui a les bonnes compétences au bon moment, au bon endroit, l'âge, alors je suis peut-être un peu naïf, hein, mais l'âge n'est plus forcément, je dirais, un frein, voilà, si la personne a les bonnes compétences. À droite, on a photo, pas photo. Alors moi je dirais la photo, alors déjà ce qui me paraît impératif, c'est qu'elle soit professionnelle, qu'elle donne une bonne visibilité du candidat. Et effectivement, on voit que dernièrement, les recruteurs disent en général que c'est intéressant d'avoir la photo. Enfin, pour moi, ça me semble... Ouais. Bah, après, ça peut être aussi un facteur parfois de peur de discrimination, mais ça permet aussi d'avoir un visage par rapport au candidat. Oui, et puis la photo, je pense, pour les recruteurs, souvent, permet aussi d'avoir voilà, un premier contact avec la personne, une première visualisation, ce qui est toujours effectivement... important, voilà, de voir tout simplement à qui on a affaire. Alors, on voit que les recruteurs les apprécient en fait en général. Bien sûr. Photo professionnelle, ça c'est un peu comme l'email tout à l'heure, Mickey37 voilà. Ça. Là, la photo avec la main qui est derrière et un peu coupée ici. C'est ça. Voilà. La coiffure pour vous, mesdames, parce que là, pour le coup, on sait très bien que discrimination féminine assez forte, pour le coup, par rapport aux hommes. La coiffure un peu en mode plage ou en mode vacances, là, c'est la photo qui ne passera pas. Qui ne passera pas. Donc ça, extrême vigilance par rapport à vous. Par rapport à ça, vous, mesdames, voilà, une photo plutôt professionnelle, parce que demain, en situation professionnelle, c'est l'image que vous allez renvoyer quand vous serez sur un entretien, quand vous serez en situation de poste, voilà, et non pas en sortie de plage. Donc ok, petit bloc à gauche, bloc à droite. Au milieu, on a un titre, pas de titre. Ce qu'on conseille en général, c'est d'avoir effectivement soit le poste convoité ou le projet professionnel et de mettre 2 ou 3 mots-clés par rapport aux atouts du candidat. Ça peut être aussi un plus. Alors ça, c'est sous le titre pour le coup. C'est quoi? On met le titre après, et puis en dessous, on met 2-3 phrases d'accroche qui permettent effectivement de mettre en valeur le projet ou d'expliquer un petit peu le projet professionnel. En général, oui, on peut avoir une phrase d'accroche ou alors carrément le poste convoité. Et puis 3 mots ou... ouais. Cyril? Alors, oui, tout à fait un titre. Moi, je mettrais alors plutôt en fait un intitulé métier. Quel est votre métier? Est-ce que vous êtes commercial? Est-ce que vous êtes ingénieur? Voilà, et là, on va le renforcer après avec 2-3 mots-clés. J'irai pas jusqu'à 2-3 phrases, parce que là, moi, je serais sur quelque chose d'assez compact. Voilà, plutôt 2-3 mots-clés. Oui, parce qu'on sait qu'on recherche beaucoup sur les job boards. Les recruteurs recherchent beaucoup sur les job boards avec des mots-clés. Quand on ne répond pas à une annonce, qu'on laisse son CV sur un job board, la seule façon de ressortir, c'est de le remettre à jour régulièrement. Voilà, c'est de le remettre à jour régulièrement pour qu'il soit en tête de liste des recherches. Et aussi, du coup, d'avoir des mots-clés à l'intérieur qui permettent justement de ressortir via les moteurs de recherche. Donc ça, c'est pour le haut du CV. C'est ça. Là, on arrive effectivement dans le fond du CV.
Alors, on commence par quoi? On commence par le bloc de compétences, ce fameux bloc de compétences. On commence par les expériences. Dans quel ordre on met les expériences? Aurélie? Alors c'est vrai qu'on voit différents types de CV. Oui. Je dirais que ça dépend aussi de l'expérience. Si c'est une personne qui va être un jeune diplômé ou une personne qui a beaucoup d'expérience. Pour moi, ce qui me semble le plus parlant, ça serait de mettre en avant les compétences, effectivement. Après, si le CV est par bloc de compétences. Pour ma part, j'ai été salarié jusqu'en 2012 et maintenant, en fait, travailleur indépendant depuis 5-6 ans. Je vois qu'aujourd'hui, sur le recrutement, on recrute davantage à la compétence et moins au diplôme. Donc, c'est là, en fait, pour le coup, qu'il faut peut-être avoir 2-3 CV, en fait, différents en fonction des postes, en fait, sur lesquels on veut se placer. Voilà. Mais cette écriture, selon moi, des compétences est vraiment extrêmement précieuse à préparer. À mon sens, elle ne doit pas se réécrire seule. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut écrire et qu'il faut peut-être faire relire ou préparer aussi avec une tierce personne. Et ça, c'est quelqu'un qui vous permettra aussi notamment sur les mots, sur le contenu, d'apporter en fait un œil assez juste par rapport à ce bloc de compétences. Alors les recruteurs parfois reprochent au bloc de compétences de nuire à la lecture du CV, c'est-à-dire qu'on voit parfois effectivement des blocs de compétences qui sont pas suffisamment synthétiques, trop littéraires, trop complexes. On sait que la lecture d'un CV, enfin, les études le montrent, pour se décider, savoir si on va un petit peu plus loin dans la lecture du CV, c'est entre 7 et 30 secondes. C'est ça. C'est sûr que si le bloc de compétences est trop long, trop écrit et donne pas envie, du coup on va même pas descendre jusqu'aux expériences. Moi j'aurais ajouté déjà sur les compétences, comme a dit Cyril, déjà aussi les verbes d'action. C'est ce qu'on dit souvent Absolument. Et puis d'ajouter en fait des résultats, que ce soit chiffré. Ça permet d'étayer en fait aussi les différentes expériences. Particulièrement pour les commerciaux, pour le coup, par exemple. Ouais. Le seul conseil que je pourrais donner, c'est sur la partie en fait compétences, c'est avoir 5-6 verbes d'action, 5-6 lignes de compétences à écrire et ensuite passer à la case expérience. Mais ne pas avoir en fait quelque chose, un pavé lourd, indigeste et qui permet au recruteur justement de pouvoir lister et surtout de lire assez rapidement et de s'imprégner en fait du CV. Voilà. Mais 5-6, je pense, lignes sur les compétences lui permettront justement d'aller prendre ensuite, de passer directement aux expériences. Il est sûr que sur des expériences longues, ce qu'on a fait en 82, 83 ou 88, aujourd'hui ça a finalement peu d'intérêt pour les recruteurs qui sont plutôt sur effectivement les 2-3 dernières expériences qui donnent effectivement la majorité a priori des compétences et des savoir-faire de la personne. Il faut que ce soit vraiment en rapport avec le poste, quoi. Si c'est effectivement une expérience qui ne fait pas interagir les mêmes compétences, ça ne sert à rien. On est d'accord sur le fait que les expériences, je crois que là-dessus tous les recruteurs se retrouvent. On commence par la dernière expérience, et puis après on descend effectivement. Donc là-dessus on est chronologie inversée. Bon, très bien. Chronologie inversée, exactement. Merci Cyril. Alors là on va revenir sur des sujets de fond toujours dans le CV, mais on aborde un peu la forme. Plutôt aéré, de la couleur, 1 page, 2 pages, ce sont des questions qui reviennent régulièrement. Couleur, je dirais, ça dépend des métiers. Il y a des métiers où on se doit, on va dire, d'être un petit peu plus classique, et puis des métiers où effectivement il y a plus de créativité, où là on peut effectivement faire jouer la couleur. Aéré, oui, ça me semble indispensable, parce que si c'est trop... Enfin, si on n'a déjà pas envie de le lire, c'est vrai que s'il y a trop d'éléments, en fait, il sera effectivement mis à la poubelle sans... Sur la couleur, moi j'ai un avis tranché. J'ai un avis tranché, voilà. Il y a franchement très peu de métiers où on peut se permettre la couleur. Même le secteur de la communication, on voit quand même beaucoup de choses qui partent en effet un petit peu à gauche et à droite. Le souci du métier de la communication, c'est que bien souvent, les gens qui recrutent en fait pour la communication ne sont pas des communicants, ne sont pas des gens issus du métier de la communication, et ça peut être bloquant. Voilà.
Donc, je resterai même pour des gens du secteur de la communication qui sont voués à être potentiellement recrutés, à faire malgré tout assez simple. J'en parlais tout à l'heure, mais vous n'avez pas répondu. 1 page, 2 pages, 3 pages? Le schéma idéal, c'est 1 page. Je comprends que sur certains profils, les gens qui ont de grandes expériences professionnelles, des compétences assez fortes, on peut passer à 2 pages. Pour le coup, il faut que ça soit riche d'enseignements, riche de lecture, et qu'on soit, à mon sens, capté et captivé. Il faut réellement que les 2 pages nous apportent une lecture, je dirais, enrichissante. Voilà, à la fin de la lecture, on se dit waouh, là on a un profil, voilà, ça tape. Voilà. Mais pas plus de 2 pages. Mais pas plus de 2 pages, pas plus de 2 pages. Hobby, pas hobby? Est-ce qu'on les met, ces fameux hobbies, ces fameuses passions? Moi, je dirais oui, parce que ça permet d'avoir une vision du candidat qui va être autre, au-delà de ses compétences, mais en mettant des hobbies qui soient en fait, qui soient pas des hobbies cinéma, on va dire traditionnels. Cinéma, lecture, théâtre. Voilà, qui soient des passions ou vraiment des choses qui vont sortir de l'ordinaire en fait. Quelque chose qui raconte une histoire de la personne qu'on s'apprête éventuellement à rencontrer. À recruter, ouais, c'est ça. Il faut réellement que ça soit une passion, qu'il y ait de l'argument, et puis surtout que quelque chose qui vous passionne. Alors là, c'est intéressant parce qu'on déborde sur un autre débat qu'on aura sur effectivement l'entretien de recrutement. Et que se passe-t-il dans les entretiens de recrutement? Et du coup, les hobbies, effectivement, font partie des étapes importantes de l'entretien de recrutement parce qu'ils permettent justement de raconter une histoire, ils permettent effectivement de créer du lien, éventuellement, avec le recruteur. De faire matcher des équipes aussi. Voilà, exactement. Et puis, il permet aussi, du coup, de dire qui on est en dehors du travail, ce qu'on fait, et quel perso on va amener, effectivement, dans l'entreprise, quoi. Et pour le coup, de découvrir une personnalité, et de recruter, là, pour le coup, une personnalité. Et à travers, justement, cette présentation de hobby, d'avoir quelqu'un qui va nous renvoyer, en fait, sa personnalité, sa présentation, et parfois d'avoir juste à poser 2-3 questions complémentaires sur ses compétences techniques, mais d'avoir suffisamment de présentation de par son hobby, de ses qualités en fait personnelles, et pour le coup d'être banco en fait sur tout le reste. Et en fait, si on a posé les bonnes questions et qu'elle s'est bien présentée en fait sur son hobby, moi ça m'est arrivé, en fait la personne fait l'affaire et au premier rendez-vous, de par sa présentation sur son hobby, c'est bon. Le CV idéal probablement n'existe pas, mais néanmoins il y a quand même des règles à respecter. Celles sur lesquelles on vient effectivement d'échanger, mais que le CV, en tout cas, doit effectivement ressembler au candidat. Voilà, il doit être authentique. Il doit effectivement être le reflet exact de ce qu'est la personne et de la personne qui va se présenter en entretien de recrutement. Ne pas mentir sur son CV? Non, non. Et surtout de savoir le présenter. Parce que aussi, on a parfois des candidats qui arrivent avec leur CV et qui balbutient en fait à la présentation en fait de leur CV. Et voilà. Donc il faut être à l'aise avec son CV. C'est tout simplement en fait de savoir présenter ses compétences. C'est ça. Et donc si le CV est lu et de dérouler naturellement, on aura un document qui sera, nous aussi, voilà, en termes de recrutement, quelque chose qui sera facile à analyser. Voilà ce que l'on a. Et ça, c'est un CV idéal pour le coup. On a dit qu'il n'existait pas le CV idéal. Voilà. Une présentation idéale du candidat. Présentation idéale. Présentation idéale. Aurélie, merci. Cyril, merci. Et puis à bientôt pour le prochain débat de Source Recrutement.